Alors, nous passons maintenant au docteur Marie-Yvonne Curtis, qui est spécialiste internationale de l'histoire des arts Baga et Nalou de Guinée, diplômée d'une maîtrise en histoire de Nanterre, Paris 10 Nanterre, et titulaire d'un doctorat en troisième cycle en 1997 en ethnoesthétique à Paris 1. Elle se présente donc comme ethnologue qui a travaillé les questions des représentations et des formes artistiques en faisant l'articulation entre l'histoire de l'art, l'esthétique et l'anthropologie des techniques, et particulièrement donc aux productions artistiques des sociétés Nalou et Baga de Guinée. Elle a publié 2 ouvrages qui sont une référence sur la question. Le premier, À la rencontre des Nalou, art de la côte ouest de Guinée en 2013, et le second, Art Baga entre tradition et innovation en 2018. Donc elle poursuit ses recherches dans le domaine des arts, des techniques et des corps en Guinée. Alors l'histoire des objets Baga dans les collections publiques françaises, d'une part, et dans leur contexte de production et d'usage, d'autre part, constitue l'un de ses principaux centres d'intérêt. Cette recherche donc, lui tient particulièrement à cœur, qui, selon elle, mérite d'être approfondie en poursuivant des recherches sur le patrimoine culturel guinéen, je la cite, donc un thème d'actualité tant pour l'État guinéen, en particulier le Musée national de Conakry et le ministère de la Culture et du Patrimoine donc en Guinée, que la France, qui collabore pour la conception et la mise en œuvre d'un programme visant la valorisation du patrimoine de Guinée. Alors, membre scientifique du comité scientifique du colloque qui nous réunit depuis mercredi, Marie-Yvonne Curtis donc, va nous proposer maintenant une communication dont le titre est Tribulation française d'une statuette Baga, du goût de l'exotisme à l'écriture d'une histoire en commun. Elle va nous décrire donc le parcours d'une statuette depuis son lieu de création jusqu'au musée de Poitiers, puis d'Angoulême. Chère Marie-Yvonne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous. Avant de commencer la communication, un grand merci à Claire Bosse-Tessy de m'avoir identifiée et invitée depuis Toulouse l'année dernière, et à tout au conseil d'administration et comité d'organisation. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ce travail avec vous à partir d'une statuette que j'avais repérée au moment de la préparation de ma thèse, mais on n'avait pas beaucoup d'informations. Et c'est donc avec joie que je vais vous présenter ce support pour moi, pour raconter une partie de l'histoire guinéenne et aussi une partie de l'histoire des relations entre la Guinée et la France au XIXe siècle, et afin de pouvoir déterminer des pistes de recherche dans un ensemble plus large de collections. Alors, pour aborder ces questions, j'ai mobilisé quelques sources principales à partir des documents en ligne, parce que j'étais hors de France. Alors, il s'agit des archives nationales d'outre-mer, où j'ai pu trouver quelques renseignements sur le donateur, mais aussi des archives régionales que l'on trouve maintenant en ligne à la BNF Gallica. Donc, c'est vraiment très utile sur l'inventaire, justement, de la ville de Poitiers des objets en 1885. Mais la principale référence, c'est le catalogue d'exposition L'art africain dans les collections publiques de Poitou-Charentes, qui a été organisé par plusieurs municipalités à l'époque et plusieurs institutions, avec pour commissaire Étienne Féot, alors conservateur adjoint chargé de la collection africaine au Musée des Beaux-Arts d'Angoulême de 1981 à 1992. Et c'est dans ce catalogue qu'apparaît pour la première fois la statuette, et voilà ce qu'il en dit. Comme elle se trouvait tout à fait isolée dans les collections du musée de Poitiers, j'avais eu l'idée, en accord avec les collègues de ce musée, de la garder à Angoulême, après le démontage de l'expo, dans le cadre d'un échange de dépôts qui se pratique assez souvent entre musées français. Le musée d'Angoulême avait ainsi déposé en échange de la statue Baga une peinture issue de ses collections au musée de Poitiers, où elle se trouve toujours. Un dépôt s'inédié sans transfert de propriété, c'est-à-dire qu'à tout moment, la ville de Poitiers peut récupérer son bien en mettant fin à l'arrêt de dépôt. Mais jusqu'à présent, elle est en réserve au musée d'Angoulême. Alors, un autre document en ligne qui m'a aussi été très utile pour justement repérer les objets. Alors, enfin, je m'appuie surtout sur les enquêtes de terrain, les notes orthographiques et ce que j'ai fait
dans la région de Bokeh et de Bofa, et dans le cadre de la préparation de la thèse, bien sûr, mais aussi au cours des recherches collaboratives avec d'autres spécialistes, historiens de l'art Frédéric Lampe et avec Ramon Sarro, anthropologue, avec qui je continue de collaborer, et aussi au cours des recherches actuelles sur le patrimoine, l'histoire et l'identité des populations dans la région de Bofa. Alors, je vous présente la fiche muséographique au moment où elle a été établie au moment de cette exposition et que j'ai décrite, mais car c'était la plus ancienne des pièces de la collection Baga, alors que je faisais l'inventaire des autres pièces dans le musée de l'Homme et le musée des arts africains et océaniens à Paris. Alors, elle avait cet avantage d'avoir au dos une inscription à l'encre marquée, justement, faite par les Bagas, peuplades qui habitent le bas du Rio Pongo. Alors, à partir de ce que vous pouvez voir, je l'avais bien décrite, mais ici, je vais simplement relever les éléments les plus significatifs, à savoir qu'elle est de petite dimension, elle a une posture inédite des bras et des mains, qu'on ne voit rarement dans la statuaire Baga, une position assise d'une jeune fille, donc une figurine en général, souvent elles sont debout ou à genoux, et la coiffe en haut de forme conique, ce qui est également rare dans la statuaire Baga, mais qui est intéressant à étudier. Alors, d'où vient cette statuette? Pour y répondre, j'essayais de trouver une carte à peu près du XVIIIe, XIXe siècle, et c'est celle de Bruce Mauser, un Américain qui a travaillé sur le Rio Pongo, sur le commerce, sur les populations de la côte et la traite négrière. Donc le Rio Pongo, vous pouvez le voir sur la carte, est cette large embouchure où se jette le fleuve Fatala avant d'atteindre l'océan Atlantique. Alors ce littoral est recouvert de mangroves, de marécages, comprend des îles arrosées par de nombreux cours d'eau. Et sur la rive droite de la Fatala, on distingue en amont le Haut Pongo. Je l'ai fait parce que comme l'auteur parle du Bas Pongo, j'ai essayé de vous situer les deux parties de la rive droite du fleuve Fatala. Et c'est là que vivent les Bagas, vraiment sur le littoral. Alors on distingue les Bagas Koba, les Bagas tout court, larges, et on marque également Bagas Sobané, donc ce sont eux qui se trouvent dans le Bas Pongo. Mais à côté des Bagas, il y a des Soussous qui vivent beaucoup plus à l'intérieur. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour dire que ce n'est pas des populations qui sont isolées. Il y a un intense trafic de commerce, aussi bien de traite de marchandises que d'esclavage. Et il a recensé un peu tous les propriétaires américains, britanniques, portugais, qui étaient là à ce moment-là, au moment où le donateur va venir faire ses enquêtes. Mais cette zone est en conflit parce que les Britanniques et les Américains essayent d'avoir ce territoire. Et on ne nomme pas ici les Peuls, qui sont un peu plus en arrière sur le territoire, dans le Fouta Djallon, et qui sont un maillon important de cette traite qui se passe. Mais les Bagas vivent isolés pratiquement dans leur zone. Alors, qui sont-ils? Alors, avec les travaux que nous avons pu faire, les chercheurs de cette zone, on a fait une carte approximative, intéressante, parce qu'on a pu localiser ce fameux groupe Baga, et qui s'appellent eux-mêmes les Abaka, ça veut dire les gens de la mer. Et en fait, ils sont subdivisés en 7 groupes. Alors, ce sont les premières populations que les Portugais rencontrent au XVe siècle sur le littoral, et on le voit sur les portulans Bagaoche marqués. Et c'est ainsi que cet ethnonyme a été utilisé pour désigner l'ensemble des groupes qui habitaient tout le long de la mer, mais qui ne faisaient pas partie d'un ensemble politique commun. En revanche, ils partagent ensemble une histoire, l'histoire de la migration, car ils viennent de l'intérieur du Fouta Djallon, d'un environnement avec un écosystème particulier, des activités économiques spécifiques, notamment la riziculture irriguée, un mode de vie particulier, et ainsi que des croyances religieuses et des rites initiatiques
au cours desquels des supports matériels, des sculptures, d'autres objets bien connus des collections publiques françaises. Alors, selon les territoires qu'ils occupent, on distingue ceux du Nord, où on voit d'abord le groupe où c'est marqué Sitem, qui veut dire ancien, donc ce sont les premiers venus. Des éléments de ce groupe ont migré vers le nord, plus vers les Nalous, c'est ce qu'on appelle les Mandoris. Et plus au sud, vers le Rio Capatchès, vous avez les Poukours et les Boulounis, qu'on dit Baga aussi, bien qu'ils aient une langue différente des autres. Et enfin, on arrive dans la zone de Bofa, où se trouvent justement les villages de Sobané, Douprou et Bongolan et même Marara, c'est important de le signaler, qui est le groupe Kakissa. Ensuite, plus au sud, le groupe Koba, jusqu'à Conakry, à peu près, où se trouve le groupe Kaloum. Donc, c'est important de retracer un peu ce territoire et ces différents groupes, et ce qui donne à penser que cette statue est de provenance Kakissa. Alors, concernant le contexte local d'usage de la statuette, aujourd'hui, on peut se demander de façon définitive comment la statuette a été utilisée. On ne peut pas vraiment le dire car il n'existe pas d'information, car au moment de son obtention, on ne le signale pas. Et c'est le seul exemplaire que l'on connaît dans cette collection. On ne peut qu'émettre des hypothèses sur la base de la documentation et des pratiques observées sur le terrain. Donc, il est possible de donner une certaine épaisseur à cette statue, notamment avec Frédéric Lambe, qui a été un peu plus dans cette zone au début de sa recherche, dans les années 90. Il dit qu'il existait chez les femmes Baga du Sud une organisation rituelle appelée Manda, qui rassemblait dans l'île de Marara des vieilles femmes et des vieux hommes pour les initiations qui concernaient en majorité les femmes, Kakissa, Kaloum, avec des hommes qui les accompagnaient, ceux de Koba, avec des masques. Mais les cérémonies étaient conduites par les femmes et qui soufflaient dans des trompes en cornes d'antilope, jouaient du tambour pour accompagner des danses. Et cette société féminine utilisait des figurines de style naturaliste. Voilà ce qui est dit. Donc, ça peut être un contexte d'usage possible, mais ça peut être aussi au sein de cette société utilisé au sein de l'initiation, disons, de l'excision des jeunes filles dans cette zone Baga. Alors, c'est suite à la référence de Robert Schnell qui a décrit un peu la fête rituelle de sortie des jeunes filles en pays Baga, dans les notes africaines de 49, mais aussi avec observation de certaines filles à l'heure actuelle, enfin récemment, qui l'été suivent les cérémonies d'initiation et qui sortent de temps en temps avec une coiffe, enfin c'est un foulard attaché, mais qui a vraiment cette forme conique et on reconnaît donc ces jeunes filles. Donc c'est une deuxième possibilité d'usage. Alors, mais aujourd'hui, l'on peut se demander à quoi cette statuette fait écho. Alors, si l'on se place chez les Baga Sitem, où j'ai le plus travaillé, il y a des statues utilisées par des sociétés secrètes féminines à Tekken qui existent encore aujourd'hui, même si elles ont moins peut-être d'importance au niveau du pays, mais dans leur groupe, elles organisent aussi des cérémonies cultuelles et rituelles lors des décès. Notamment, j'avais assisté au décès d'une cheftaine, comme ils disent, et j'avais aperçu cet objet qui se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly. Donc, c'est pour dire qu'elles avaient des objets, des figurines, et qu'elles les utilisaient certainement aussi dans leurs rituels d'initiation et pour l'excision des jeunes filles. Et sinon, vous voyez le tambour actuel aujourd'hui avec une femme souvent à genoux et portant les mains sous les seins. Donc, qui l'a rapporté cette statuette? C'est dans les archives d'outre-mer, justement d'Aix-en-Provence, que j'ai pu trouver ça. Il s'agit de Charles-Honoré Servant. On a la date de naissance, 1803, mais pas de date de décès. Originaire de Poitiers. Il a servi en 1830 comme conducteur de travaux au Sénégal pendant 6 mois, employé de la troupe civile par le secrétariat de la Marine, et qui termine sa carrière, enfin du moins pour ces informations qui nous le donnent, en Guadeloupe, à Basse-Terre,
comme sous-ingénieur colonial des ponts et chaussées en 1835. Ça nous donne quand même quelques éléments, mais pas suffisamment. Mais les objets qu'il rapporte nous permettent de situer un peu les itinéraires qu'il a suivis dans cette partie du Sénégal. Et on pense qu'il part de Saint-Louis à cette époque, en 1800, il est encore Saint-Louis est français, mais Gorée, vous voyez, est anglais. Mais 1817 plutôt, c'est la reprise de Saint-Louis et de Gorée par la France. Et à partir de là, de nombreuses expéditions vont être organisées. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais concernant le trajet, il part donc servant à peu près du Cahors, passe par le Djolof, où il rapporte des objets, comme par exemple un nombre d'armes importants, des objets de cuir, des gris-gris, des sandales, des chapeaux, des éventuels qu'on trouve aussi en pays Peul. Il traverse le Bambouk, le Boundou, et il va aussi dans le Karta, où il ramène des instruments de musique Bambara et Kassonké. Et de Guinée, on parle d'une rare sculpture Baga du Rio Pongo, avec des maquettes de pirogues. Donc, comment la statuette entre en musée? Alors, on peut imaginer que Charles Servan conserve ces objets chez lui, et j'ai la troisième image du docteur Lhomme que Émilie Salaberry a montrée hier. Donc, on peut imaginer qu'il ait installé ces objets de cette manière dans son habitation, mais on n'a pas de renseignements vraiment. Et il fait dépôt d'un premier objet en 1854, qui est un martin pêcheur du Sénégal. Et ensuite, c'est en 1860. À ce moment-là, il précise qu'il est ingénieur colonial en retraite et qui fait partie du conseil municipal de Poitiers. Et en 1878, il fait don de nombreuses pièces qui lui restaient encore, dont la statuette Baga qui nous concerne. Et au musée de la ville de Poitiers, donc on peut comprendre, comme il était membre, qu'il fait don à ce musée, esquissé en 1817 comme musée des beaux-arts de Poitiers, définitivement établi en 1850 sur l'emplacement de l'ancienne abbaye Sainte-Croix. La vocation de ce musée municipal est double, archéologie et beaux-arts. Mais par la suite, il reçoit des échantillons zoologiques ainsi que des objets provenant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, légués par des voyageurs poitevins. Alors, j'ai pris aussi une photographie du premier inventaire, surtout la partie qui nous intéresse, avec le numéro 81 31 963. On note fétiche en bois, vous voyez, et aussi peuplades qui avaient été notées par Servan, quelquefois sont nommées noirs, sauvages, alors que le catalogue d'exposition en 87 est présenté comme une statuette de provenance Baga. Alors il faut peut-être voir une approche plus appréciative du conservateur et qui donne à l'objet son statut d'œuvre. Alors, elle raconte aussi, et là je vais passer rapidement parce que l'histoire des relations, avec la carte que Faidherbe a établie en 1889, on voit que justement à partir du Sénégal, il cherche à explorer toute cette partie de l'Afrique occidentale qui n'est pas encore très connue par la France. Il y a des expéditions qui se préparent avec Molien en 22, Icare en 50 et Lambert en 60, mais c'est avec Faidherbe vraiment que s'intensifie la conquête. Il part de Gorée lui-même et descend jusqu'au Rio Pongo, et c'est lui qui dit à son retour qu'après la Casamance, c'est la région du Rio Nunez qui est le point commercial important pour la France. Et à partir de là, on établit des postes, 1878 à peu près, des postes dans la région de Bokeh, à Bofa et à Binti. Et c'est Tankar où vous voyez Rivière du Sud, qui deviendra colonie en 1882 en dépendance du Sénégal. Et en 91, ça devient la Guinée française. Ils choisissent la capitale à Conakry, dans l'île de Tombo. Alors, elle nous raconte aussi l'histoire d'acteurs régionaux. Je vais passer rapidement, puisque Émilie en a parlé hier. Donc, on peut penser que c'est la proximité du port de Rochefort où se trouve l'arsenal maritime, mais aussi l'école de médecine navale. Au XVIIIe et XIXe siècle, des centaines de vaisseaux furent armés et des milliers de marins, de commerçants, de voyageurs
embarquent pour l'Amérique et l'Afrique. Donc vous avez René Caillé, pour nous c'est important parce qu'il part de Bokeh pour aller faire son itinéraire jusqu'à Tombouctou, mais je présente aussi Pierre Loti et Victor Largeau qui à la fin aussi passent par la Guinée et montrer qu'ils sont tous animés d'orientalisme. Ils ont le goût des voyages avant tout, mais ils reviennent avec beaucoup d'informations, notamment René Caillé qui devient un guide pour tous ces voyageurs. Alors enfin, cette histoire muséographique met en valeur deux réalités. La première concerne l'actualité de la statuette elle-même et de sa sortie de l'ombre. Alors, comment resituer l'objet dans un corpus de collection pour une vision homogène du patrimoine culturel baga? Car aujourd'hui, elle n'existe que comme objet isolé à Angoulême, ne sachant si Poitiers va la réclamer. Et ensuite, elle n'existe que comme sculpture baga, alors que l'on sait à présent qu'elle vient du groupe Kakissa. C'est aussi rendre compte de l'histoire des acteurs mineurs comme servants, dont la carrière coloniale peut-être a permis une ascension sociale. On ne sait pas de quelle origine, mais peut-être que beaucoup de cadets ou d'hommes qui étaient de conditions modestes étaient attirés. Et donc c'est important de pouvoir étudier qu'elle a été s'interroger en plus sur leur biographie, leur relation avec l'Afrique, les objets. Et cette statuette, comme d'autres objets, pourront nous aider à continuer dans ce sens. Enfin, la deuxième piste consiste à donner à l'avenir une plus forte épaisseur socioculturelle à cette statuette, qui, notamment en complexifiant l'histoire des bagas, car vous avez vu comment on a pu déconstruire un peu ce mot baga pour parler de l'histoire singulière de chacun des groupes. Donc, redonner aux bagas leur histoire, identifier les dynamiques culturelles spécifiques propres à chaque groupe lors des échanges, partenariats, des activités, créer un espace d'échange pour un patrimoine culturel artistique existant et qu'ils veulent aussi transmettre à la génération plus jeune, et appuyer les festivals et autres manifestations qu'ils organisent en ce moment en Guinée tous les ans pour justement revitaliser leur culture. Alors, en travaillant sur l'histoire de cette statuette, on voit comment on peut rendre aux bagas leur historicité et à chacun de ces groupes qui vivent au bord de l'eau et qui aujourd'hui se fédèrent pour célébrer leur culture.